Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Alors aujourd'hui, Pedro est toujours aux manettes à la console, Bernard est derrière le micro et nous allons parler dans cette émission essentiellement de la semaine anticoloniale. Alors vous savez que chaque année, l'Union pacifiste a un stand dans ce salon qui s'est tenu à la Bellevilloise à Paris les 4 et 5 mars 2017. Ce salon est fréquenté par des dizaines d'associations qui exposent des livres. Alors là, on a un choix extraordinaire. C'est aussi d'ailleurs l'occasion de participer à des rencontres, des débats, des animations, de voir des expositions, d'écouter des concerts. Et ce salon s'inscrit dans une semaine anticoloniale et antiraciste qui, d'année en année, s'allonge. Cette année, la semaine dure presque un mois donc de rencontres, de projections de films, de débats à Paris et même dans d'autres villes de France maintenant. C'est vraiment un succès. Alors les pacifistes, bien sûr, ont toute leur place dans cet engagement anticolonial parce que nous savons, bien sûr, toutes les crimes qu'ont pu commettre les armées coloniales dans leurs colonies, et d'ailleurs les interventions armées qui continuent encore aujourd'hui dans ces anciennes colonies. Nous ne sommes toujours pas sortis de l'époque coloniale, et au salon, où j'ai pu recueillir quelques témoignages de personnalités courageuses qui continuent à dénoncer d'ailleurs ces actions qu'on peut appeler post-coloniales, néocoloniales, comme on voudra, ces actions menées essentiellement par des États et par des armées, et d'ailleurs avoir aussi des témoignages sur les conséquences funestes que provoquent ces actions auprès des peuples qui en sont les victimes. Alors, nous commençons par écouter le principal organisateur de ces manifestations anticoloniales qui s'appelle Patrick Farbiaz. Alors Patrick Farbiaz, nos nouvelle édition de la semaine, 12e semaine anticoloniale. Oui. Alors cette année, comment ça se présente ? Ça se présente, pour l'anticolonialisme d'une façon assez exceptionnelle, pour les gens peut-être moins, mais pourquoi exceptionnelle ? Parce que cette 12e édition est dans un contexte de recolonisation tout à fait incroyable, avec l'autoritarisme de dictateurs comme Poutine, Xi Jinping, Erdogan, et à chaque fois d'ailleurs il y a des questions coloniales, que ça soit en Syrie, en Crimée, au Tibet, alors il y a Trump aussi, il y a toute l'histoire autour de la Syrie et tout ça. Et en France, il y a une montée en puissance du Front National sur des thèmes explicitement coloniaux, racistes, xénophobes et en même temps, dans le contexte avec les violences policières, un contexte d'impunité et tout ça, qui fait que on a commencé d'ailleurs, c'est une semaine qui dure un mois, on a commencé le 21 février par un hommage à Manouchian, donc on va finir le 19 mars, et même on ira jusqu'au 30 mars parce qu'il y a des hommages au massacre de Madagascar en 47, etc. Mais le 19 mars, il y aura une très grande manifestation, dont on fait partie prenante depuis le début, avec un appel anticolonial spécifique, qui est appelé par les victimes des familles policières et auquel il y a plusieurs dizaines, maintenant peut-être des centaines d'organisations, dont les plus grosses, la CGT, la LDH, FSU, Solidaire. L'Union pacifiste aussi. L'Union pacifiste, et nous on a une cinquantaine d'associations et de mouvements qui ont appelé à faire un cortège anticolonial spécifique. Donc, et puis le salon, on est dans le top 10 des 10 événements de ce week-end les plus fréquentés sur Facebook. Et on a plus de 5000 personnes qui ont dit qu'ils étaient soit participantes, soit intéressées à venir. Ce qui veut dire qu'on aura une jauge de 2 à 3 000 personnes, ce qui ne nous est jamais arrivé jusqu'à présent. Donc, et puis, il y a toutes les réunions qu'il y a dans les semaines qui viennent, c'est-à-dire ça va de
d'un colloque à Bellevilloise dans une semaine sur l'histoire n'est pas un roman, avec des historiens pas seulement du colonialisme, mais aussi de questions contemporaines qui vont venir débattre de quel rôle on peut avoir pour résister au révisionnisme historique qui s'impose dans tous les domaines. Et puis, d'autres réunions très importantes. La réunion sur le 8 mars, c'est toujours sur la question des femmes. Il y a le 11 mars, toujours, alors parce qu'il y a souvent... il y a souvent des réunions parallèles, donc j'ai parlé de ce colloque sur l'histoire, mais il y aura aussi une réunion du réseau Indonésie et surtout une réunion le soir au 100 rue de Charenton, qui est un nouvel espace pour nous, de comparaison entre la situation au Chiapas et celle au Kurdistan. Voilà. Et donc il y a beaucoup d'autres choses. Il y a notre soirée poétique de résistance à la Maison de la Poésie qui est le 19 au soir. Je sais pas, on va pas détailler parce qu'il y a une centaine d'initiatives sur la région parisienne, mais maintenant il y a aussi à Annonay par exemple, qui est quand même une petite ville, une semaine entière. La semaine, il y a Marseille qui refait sa semaine, il y a Bordeaux, il y a Lille, il y a dans une dizaine de villes comme ça, il y a des semaines qui se mettent en place, donc c'est maintenant un événement pratiquement national. Et à Nice et Toulon? À Nice et Toulon, tu as raison de dire que non, pour le moment non. Et en fait, tu as raison de souligner ça parce que, bien que ce ne soit pas très loin de Marseille, mais dans ces villes, l'enjeu, par exemple, de la guerre d'Algérie et des polémiques qui sont en ce moment autour du 19 mars 62, c'est une des raisons pour lesquelles on fait le 19 mars d'ailleurs, c'est que c'est l'anniversaire du 19 mars 62 qui est remis en cause par l'extrême droite et par des maires de droite, de la droite dite républicaine, qui ne veulent pas de la date du 19 mars comme date de la guerre d'Algérie, parce que pour eux, c'est la date de la défaite de la France. Et donc, ils remettent en cause une décision qui a été votée par l'Assemblée nationale, etc. Et donc, dans une centaine de villes, au moins une centaine de villes, il y a des polémiques sur cette date du 19 mars. Et c'est aussi pour ça qu'on pense qu'il faut lutter contre le révisionnisme historique et en faire un des objets de la contre-attaque des anticolonialistes et des pacifistes sur ces questions. Voilà. Gaugu kaniniya warapfunwe ntiwapfuye waragowe ntiwagoka Gaugu gatoyi Gaugu kaniniya. Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque. Loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des grands lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guissény. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. À leur petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand Gaugu gatoyi Gaugu kaniniya warapfunwe ntiwapfuye waragowe ntiwagoka Gaugu gatoyi Gaugu kaniniya. Petit bout d'Afrique, perché en altitude, je doute de mes amours, tu resteras ma certitude. Réputation recouverte d'un linceul, petit pays pendant 3 mois, tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé coupable de voyir quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre. Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements, des fosses communes et puis nos cauchemars incessants. Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption, je t'offrirai ma vie à commencer par cette chanson. L'écriture m'a soigné quand je partais en vrille, seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce maudit mois d'avril. Tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuve, petit pays. Dans l'ombre, le diable continue ses manœuvres. Tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent. Je suis semence d'exil d'un résidu d'étoiles filantes. Gaugu gatoyi Gaugu kaniniya warapfunwe ntiwapfuye waragowe ntiwagoka Gaugu gatoyi
Un soir d'amertume, entre le suicide et le meurtre, j'ai gribouillé ces quelques phrases de la pointe neutre de mon feutre. J'ai passé l'âge des pamphlets quand on s'encanaille. Je connais que l'amour et la crainte que celui-ci s'en aille. J'ai rêvé trop longtemps de silence et d'aurore boréale. À force d'être trop sage, je me suis pendu avec mon auréole. J'ai gribouillé des textes pour m'expliquer mes peines. Bujumbura et ma luciole dans mon errance européenne. Je suis né il y a longtemps, un mois d'août. Et depuis, dans ma tête, c'est tous les jours la saison des doutes. Je me navre et je cherche un havre de paix. Quand l'Afrique se transforme en cadavre, les époques, ça meurt comme les amours, man, j'ai plus de sommeil, et je veille comme un zamou. Laissez-moi vivre à parole de misanthrope, citez-moi un seul de rêve qui soit allé jusqu'au bout du sien propre. Petit pays, quand tu pleures, je pleure, quand tu ris, je ris, quand tu meurs, je meurs, quand tu vis, je vis. Petit pays, je saigne de tes blessures. Petit pays, je t'aime, ça j'en suis sûr. Vous venez d'entendre le slam Petit Pays du musicien Gaël Faye, et si ce beau texte vous a plu, alors je vous invite à lire le roman de Gaël Faye, qui porte d'ailleurs le même titre, qui s'appelle aussi Petit Pays. Ce livre a remporté d'ailleurs l'année dernière le Goncourt des lycéens, et il raconte l'histoire d'un jeune garçon qui a dû quitter son Rwanda natal à cause de la guerre. Il fait partie d'ailleurs des nombreux livres qu'il faut connaître si on veut mieux comprendre les dégâts du colonialisme, notamment grâce à cet auteur franco-rwandais, Gaël Faye. Alors, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire, que nous parlons aujourd'hui de colonialisme et que je suis en présence de Patrick Farbias, le principal organisateur de la semaine anticoloniale, qui a lieu chaque année depuis 12 ans maintenant. Il y a des philosophes comme Bruckner qui disent qu'on est sorti de la période coloniale. Ça n'a plus d'influence aujourd'hui en France. Et puis il y a par exemple un historien comme Blanchard qui dit ben non, on est en plein dedans. L'époque coloniale n'est pas terminée. On réagit toujours en Occident par rapport aux idées coloniales. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que évidemment c'est Blanchard qui a raison, mais je dirais même plus profondément, il y a ce que nous on appelle un nouvel ordre colonial. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là ? Depuis 1492, la soi-disant découverte il n'y a jamais eu, la colonisation n'a jamais cessé, mais elle a pris des formes différentes, en liaison d'ailleurs avec le développement de ce que la colonisation a de fait engendré, c'est-à-dire le capitalisme. Et le capitalisme lui-même, il est passé par donc des phases différentes. Donc on a une première phase où c'est l'esclavage, le génocide des Indiens, la traite négrière, etc., qui se finit à peu près avec l'émergence des États-nations à travers la Révolution française et la première révolte des esclaves à Haïti, qui fonde la première révolte de la République noire. Ensuite, tu as une deuxième phase avec la révolution industrielle et la création d'empires coloniaux, et d'empires coloniaux qui ne correspondent pas aux anciens empires. C'est-à-dire on continue à élargir la colonisation, et notamment il y a un partage de l'Afrique en 1885, mais il y a aussi d'autres régions comme l'Asie qui sont annexées soit par l'Angleterre, soit par la France, soit même, on en parle beaucoup moins, par les États-Unis ou l'Allemagne, où par exemple là on commémore pour la première fois maintenant les assassinats de Herero, et qui a été le premier génocide du siècle par les Allemands. C'est pas celui des Juifs, c'est celui des communautés Herero et Nama en 1904-1905, où on invente les camps de concentration et on tue 100 000 personnes quand même. Bon. Donc voilà, ça va se terminer avec l'époque des colonisations entre guillemets, parce qu'en réalité,
il y a une nouvelle phase qui est la phase de néocolonialisme, où en fait les anciens empires coloniaux essayent de garder la main d'un point de vue économique sur les nouveaux proto-États qui sont nés de cette décolonisation. Et ce néocolonialisme va notamment par l'intermédiaire de la dette, d'interventions armées, etc., par ce qu'on appelle la France-Afrique, par exemple, continuer à vouloir garder la main sur ces États. Et depuis, il y a une nouvelle phase, une quatrième phase, je dirais, avec le début de la mondialisation financière, technologique, économique, etc., où là, en fait, on peut parler d'un nouvel ordre colonial, c'est-à-dire que c'est quelque part le gouvernement invisible des multinationales qui commence à travers de nouvelles formes de domination coloniale, à mettre son emprise sur l'ensemble des territoires. Alors, il crée une sorte d'apartheid mondial planétaire. Alors, il y a l'accaparement des terres, hein, soit c'est le fait des États, soit c'est le fait d'entreprises. Voilà. Et maintenant, c'est des millions d'hectares qui sont en jeu dans le monde. C'est le brevetage du vivant, hein, c'est-à-dire que ça, c'est une forme de... On pille les ressources naturelles. Alors, c'est l'extractivisme, mais en plus on les extrait, mais en plus, les savoir-faire des paysans locaux sont brevetés au nom d'entreprises multinationales. Donc, extractivisme, pillage des ressources, la dette écologique, hein, etc. Donc, il y a d'énormes, complètement de nouveaux moyens. Alors, la domination aussi communicationnelle, hein, c'est-à-dire que les productions hollywoodiennes ou tout ça sont déversées dans tous les pays dominés, etc. Donc, il y a quelque chose qui est en train d'émerger qui ne ressemble pas à la colonisation telle qu'on l'a connue, c'est-à-dire l'accaparement de terres d'État par d'autres États, ou par une colonisation de peuplement, comme en Algérie, mais on contrôle finalement les territoires et les peuples par un ensemble de dispositifs qui continuent à les mettre sous emprise. Et sous emprise non pas d'État, parce que même si la France continue, à travers la France-Afrique, à vouloir intervenir, etc., en réalité, elle est moins puissante aujourd'hui que Bolloré, hein, qui contrôle une grande partie des ports de l'ex-Afrique francophone et d'autres d'ailleurs, ou qui contrôle une partie des forêts, etc., etc. Donc, est moins importante que Total, etc., etc. Donc, c'est un nouvel ordre colonial qui s'est progressivement constitué. Et là où Blanchard a raison, c'est qu'en plus, ça va avec le fait que dans les métropoles du Nord, un des phénomènes de la mondialisation, c'est-à-dire l'explosion des phénomènes migratoires, fait que les anciens colonisés sont aussi continuent à être colonisés sur notre territoire, à travers des discriminations, à travers le langage. Hein, le côté bamboula, c'est acceptable, tout ça. Voilà, ça représente un peu ça. Et puis, à travers des formes issues de la colonisation. On parle moins. Par exemple, les centres de rétention ont été inventés en Algérie, hein, pendant la conquête coloniale. Les BST ou les BAC proviennent des dispositifs qu'on avait mis en France pour combattre le FLN. On prend par exemple le logement. Les foyers de travailleurs immigrés ont été construits quand? Les premiers, c'est avec l'organisation de la Sonacotra, c'est pour parquer les travailleurs algériens dans des foyers à partir de 1956, pendant la guerre d'Algérie, etc., etc. Donc il y a un continuum qui ne s'arrête pas, et c'est pour ça qu'on peut parler, comme nous on dit, de nouvel ordre colonial. C'est-à-dire une colonisation qui continue, mais sous une forme nouvelle. Je suis noir, je suis noir du tabac, mort comme le charbon, beau comme le soleil, noir, noir, noir.
On me nomme souvent non civilisé, non éduqué. On me nomme souvent noir, sauvage. Noir, noir, je suis noir qui tape à l'œil. Noir comme le charbon, beau comme le soleil. Noir, noir, noir. On m'a exposé comme une bête parce que j'étais noir. Expulsé comme un rien parce que j'étais noir. On m'a pris pour le diable car je n'étais pas blanc. Noir, 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 je suis noir qui tape à l'œil. Noir comme le charbon, beau comme le soleil. Noir, 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 je suis noir. Et je clame au nom de toutes les couleurs. Ma rédemption. Vous venez d'entendre le slammer kanak Paul Wamo. Il a interprété son texte « Je suis noir ». Alors Paul Wamo est originaire de l'île kanak de Lifou. Il se considère d'ailleurs plus comme un clameur que comme un slammer et il souhaite faire partager au public sa part d'universalité, l'universalité de sa culture. Alors il rencontre aujourd'hui un grand succès, aussi bien en Nouvelle-Calédonie qu'en France. Eh bien, voici encore un texte de Paul Wamo pour illustrer cette semaine anticoloniale. Yo, 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 yo. Pousse les murs, pousse les murs, pousse les murs. Couleur contre couleur, noir contre blanc, contre jaune, contre noir, frère contre frère. On se tue, on s'ignore, on s'insulte, on se cale, chacun de son côté. Noir avec noir, blanc avec blanc, jaune avec jaune. On se cale, chacun dans son coin, chacun dans son bar, chacun sur sa place. Nord avec nord, sud avec sud, île avec île, on se regarde, chacun de son côté, noir entre noir, blanc entre blanc, jaune entre jaune. Alors pousse les murs, pousse les murs, pousse les murs. Après ce texte évocateur de Paul Wamo, nous retournons au Salon anticolonial de Paris où l'Union pacifiste tient son stand avec Maurice, Pedro, Chantal, Gérard, Elvira, j'espère que je n'en oublie pas. Alors, je ne vais pas pouvoir faire le tour, bien sûr, de tous les stands du Salon anticolonial, mais je voulais quand même en découvrir quelques-uns, et par facilité, je suis allé tout de suite à celui qui se trouvait à côté du stand de l'Union pacifiste, le stand de Résistance libertaire. Résistance libertaire, vous avez un stand à côté de l'Union pacifiste là. Dites-moi un peu depuis quand vous existez, parce que vous êtes des jeunes, nous on est des vieux à côté. Vous existez depuis quand et quel est votre combat principal? Oui, donc nous on est militants de la coordination des groupes anarchistes, donc Résistance libertaire c'est le nom de notre journal. Donc on est une organisation à la fois récente sur le plan national, donc qui s'est créée en 2002, et récente sur le plan local, donc au niveau de la région parisienne, on existe depuis 5-6 ans. En tout cas en tant que groupe constitué en région parisienne. Donc nous, nos combats principaux, c'est évidemment les structures de domination que sont l'État, le capitalisme, le racisme, etc. Et dans le cadre de cette lutte, on milite dans les mouvements sociaux, on essaye dans la mesure de nos forces de contribuer à l'émergence de luttes sociales, que ce soit contre le patriarcat,
À Saint-Denis, on a beaucoup milité pour développer les luttes logement, pour développer la résistance face aux propriétaires, face aux expulsions, face à la mairie. Donc nous, notre pratique est vise avant tout de partir des nécessités immédiates, matérielles des exploités, pour ensuite construire avec eux des outils de résistance durable et pour finalement essayer de semer un peu l'anarchisme dans les consciences et dans les pratiques. Alors, vous êtes à la semaine anticoloniale. Quelle est votre participation là, à la semaine anticoloniale? Alors, elle est modeste, notre participation, puisque contrairement à l'année dernière, cette année, on n'organise pas de débat. Donc là, on participe avant tout pour faire connaître les propositions, les idées anarchistes, à la fois de manière générale et à la fois plus spécifiquement sur la France-Afrique, sur le colonialisme et les racismes post-coloniaux, on va dire. Est-ce que vous avez l'impression qu'actuellement, il y a encore un regard colonial de la France sur ces anciennes colonies, soit en Afrique, soit dans le Pacifique, soit dans les Antilles? Oui, alors évidemment, la particularité, toute la subtilité du néocolonialisme, c'est justement que sous différentes formes, le colonialisme se perpétue à travers des formes économiques, militaires et d'alliances politiques avec des régimes dictatoriaux comme en Gabon, France-Afrique, Mali, etc. Si le gouvernement français continue à intervenir militairement dans ces anciennes colonies pour maintenir sa domination, un autre gouvernement est pointé du doigt aujourd'hui pour son expansion coloniale, c'est l'État d'Israël. Les associations palestiniennes étaient actives dans le salon anticolonial pour condamner le gouvernement israélien et j'ai rencontré sur un stand ceux qui sont engagés dans la campagne BDS, campagne contre Israël. Alors donc la campagne BDS France relaie en France la campagne internationale initiée par la société civile palestinienne pour mettre fin à l'impunité d'Israël, parce que cet État bafoue constamment le droit international, persécute depuis longtemps le peuple palestinien, et suite au fait que la communauté internationale n'ait pas pris de sanctions, eh bien Israël continue la colonisation, continue sa politique d'apartheid, et donc c'est dans ce contexte-là qu'est née en 2005 la campagne BDS. Et donc c'est important déjà de souligner que ça a été initié par les Palestiniens eux-mêmes. On ne se serait pas permis de lancer une campagne comme ça sans que le peuple opprimé ait lui-même décidé. Voilà. Et donc l'objectif, les Palestiniens demandent premièrement mettre fin à l'occupation, à la colonisation, démanteler le mur, le blocus de Gaza aussi. Un deuxième objectif, c'est de gagner l'égalité des droits pour les Palestiniens d'Israël, parce que les Palestiniens qui vivent en Israël, qui représentent 20% de la population, sont de fait des citoyens de seconde zone. Ils n'ont pas les mêmes droits que les Juifs israéliens. Et le troisième objectif, c'est la réalisation du droit au retour des réfugiés. Le droit au retour des réfugiés, il est stipulé dans la résolution 194 de l'ONU. Voilà. Et alors, est-ce que des civils doivent se mobiliser? Est-ce que vous estimez que les États ne se mobilisent pas forcément pour résoudre ce problème qui date de la Deuxième Guerre mondiale? Oui. Est-ce qu'il faut que les civils se mobilisent? Ah oui, c'est très important, d'autant plus que ce qui est en jeu aussi bien en Israël et en fin de compte dans les pays occidentaux comme la France aussi, c'est le vivre ensemble. Est-ce qu'on vit ensemble dans l'égalité, quelles que soient nos origines, ou alors est-ce que ce qui est mis en avant, c'est une politique raciste comme le fait Israël, néocolonial, comme ça existe encore en France. On a bien vu que dans le contexte des attentats terroristes en France, il y a des politiciens qui ont mis en avant l'idée d'israéliser la société, de réagir comme le fait Israël,
d'employer les mêmes moyens. Et en plus, Israël fait constamment le parallèle entre les attentats antiterroristes et sa lutte contre la résistance palestinienne. Donc là, on se trouve dans un contexte où on est directement impliqué en France aussi par rapport à ce qui se passe en Israël et en Palestine. Voilà, et de plus, au niveau international, la libération du peuple palestinien, ça reste une question clé, hein. Même s'il y a d'autres situations désespérantes comme en Syrie, en Irak, tout ça, il n'en demeure pas moins que tant que la question de la libération du peuple palestinien ne sera pas résolue, il ne pourra pas y avoir de paix dans cette région du Proche et du Moyen-Orient. Alors madame, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'actuellement des sociétés de vigiles et même les policiers vont se former en Israël contre les attentats? C'est dans la même ligne que ce que vient de dire Jean-Guy, c'est-à-dire qu'on a toute une projection sur la pseudo-démocratie d'Israël et en fait une ethnocratie qui réserve ses droits qu'aux Juifs du monde entier. Et ça fait partie de la complicité qui est permanente entre l'Occident, l'Europe, la France, au petit niveau, avec Israël, sur les moyens échangés pour mieux opprimer le peuple. Ça fait partie de l'occupation, l'oppression, ça fait partie des mêmes registres. Donc on a les mêmes méthodes, y compris quand on importe les méthodes de guérilla qui sont utilisées en Israël, y compris quand Israël va aller exporter ses murs ailleurs. Tout ça, ce sont des ségrégations qui se créent et qui sont contagieuses. Comme il y a d'autres questions coloniales très importantes aussi dans le monde, on a l'impression qu'on en parle moins de la Palestine. On en parle moins, on en parle depuis très longtemps. On en parle moins et quand on en parle, on dit mais pourquoi la Palestine? Il y a tous les autres, c'est vrai, il y a tous les autres, mais la Palestine, c'est d'abord un très vieux conflit qui est au moins centenaire, puisque si on le fait partir de la déclaration de Balfour, dont c'est le centenaire cette année, et après qui commence avec l'avis donné par l'ONU pour la création de l'État d'Israël, donc environ 70 ans, mais qui remonte encore à bien avant. Donc c'est le plus vieux conflit colonial qui perdure et qui est hautement symbolique parce qu'il est de nature, il met le feu dans cette région du monde et y compris il l'exporte. C'est-à-dire que si ce conflit hautement symbolique était résolu, on résolverait beaucoup de choses au niveau international, on résoudrait aussi des choses à notre niveau national, parce qu'il y a les projections qui provoquent les communautarisations. Moi, je commençais ma vie avec la guerre d'Algérie, comme je l'ai dit souvent, c'est le même combat au début et à la fin, et on retrouve les mêmes racines. Mais je n'ai jamais vécu, je considère, parce que j'ai un certain vécu derrière moi, une telle montée de racisme. Pendant très longtemps, on avait le poids de la guerre, on avait le poids de la Shoah qui était le seul racisme condamné. On avait tout ce poids qui faisait qu'on masquait le racisme. Maintenant, il éclate au grand jour. Et ce conflit y contribue. Parce qu'il est instrumentalisé, il est malmené, il montre comment les démocraties occidentales ont un double discours, une double pratique, ils reconnaissent la démocratie quand elle leur convient et ils ne la reconnaissent pas quand elle ne leur convient pas. Et tout ce double discours crée des tensions énormes au niveau national aussi. Donc au niveau national, le conflit kurde, le conflit sahraoui, etc. sont d'autres conflits coloniaux qui perdurent et qui sont très graves et pour lesquels on a envie de s'engager. Mais celui-ci, je pense, est le nœud de beaucoup de conflits. S'il était résolu, on résoudrait d'autres choses. J'ai débarqué Paris,
d'un monde où l'on te rêve. J'ai fui les périls, les déserts où l'on crève. Tu m'as ouvert tes bras, toi ma Vénus de Milo. Tu brillais trop pour moi, je n'ai vu que ton halo. C'est pour ça que je l'ouvre, ma gueule est un musée. Je vis loin du feutré, des lumières tamisées. Dans tes ruelles cruelles, ou tes boulevards affliquent. Dans la musique truelle, des silences chaophoniques. Paris ma belle beauté, tes prétendants se bousculent. Dans le brouillard épais de tes fines particules. Moi pour te mériter, je t'écrirai des poèmes que je chanterai la nuit tombée debout sur la Seine. Paris s'éveille sous un ciel océanique, l'accent titi se mêle à l'Asie, l'Amérique, l'Afrique. Je suis une fleur craintive dans les craquelures du béton, à gagner dessous, à dormir dessous les ponts. Paris bohème, Paris métèque, Paris d'encre et d'exil. Je piaffe l'amour, médite une chinoise à Belleville. Leonardo da Vinci se casse le dos sur un chantier. Je vois la vie en rose dans ses bras pakistanais. Il tourne le gyrophare, petit cheval de carrousel. Galope après les tirailleurs qui retrécissent la tour Eiffel. D'un squat, d'un bidonville, d'une chambre de bonne ou d'un foyer. Je t'écris des poèmes où des fois je veux me noyer. Une ville de liberté pour les différents hommes, des valises d'exilés, des juifs errants et des roms, aux mémoires de pogroms, aux grimoires raturés, aux chemins d'Erevan, aux sentiers de Crimée, caravanes d'apatrides, boat people, caravelles, sur tes frontons, Paris viennent lire l'universel, et souvent je t'en veux, dédaigneuse et hautaine, capitale de la monde, à jouer la mondaine, laisse-nous consteller la vraie nuit que tu ignores, cesse donc de faire briller les mille feux de ton décor, Paris ma belle je t'aime quand la lumière s'éteint. On n'écrit pas de poème pour une ville qui en est un. Paris ma belle je t'aime quand la lumière s'éteint. On n'écrit pas de poème pour une ville qui en est un. Paris ma belle je t'aime quand la lumière s'éteint. On n'écrit pas de poème pour une ville qui en est un. Vous venez d'entendre Paris métèque de Gaël Faye. Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste de France sur Radio Libertaire. Et nous sommes aujourd'hui au salon anticolonial de Paris qui s'est tenu les 4 et 5 mars à la Bellevilloise. L'Union pacifiste avait un stand dans ce salon et j'en ai profité pour aller aussi suivre quelques débats. Alors bien sûr, il y en avait de très nombreux. Il y en avait notamment un qui concernait les Roms mineurs isolés qui sont interdits d'école, certains dans certains cas. Et il y avait aussi un débat sur le secret défense. Un autre débat sur l'insurrection malgache, d'autres sur les violences policières, et je vais vous amener à écouter quelques extraits du débat qui se tenait sur le Cameroun. Alors le titre était Cameroun, une guerre à l'origine de la France-Afrique, un débat d'ailleurs qui était proposé par Survie. Alors voilà comment il est présenté. Thomas Teltombe et Manuel Domergue, auteurs de 2 livres sur la guerre du Cameroun, replaceront les crimes commis durant la guerre secrète livrée par la France dans les années 50 et 60 dans leur contexte d'indépendance. Indépendance volée aux populations pour asseoir des régimes soumis à la volonté de la puissance coloniale. Le Cameroun sera un laboratoire de la France-Afrique pour laquelle, dès lors, tous les coups seront permis. L'armée française, dans ce cadre, comme en Algérie, a appliqué la doctrine de la guerre contre-révolutionnaire et procédé à des massacres de population, des assassinats ciblés et pratiqué massivement la torture. Cette guerre totale, niée par certains responsables politiques actuels, est pourtant documentée et ses modalités revendiquées dans les rapports officiels auxquels les auteurs ont eu accès. Alors nous allons écouter une représentante de l'Union des populations du Cameroun, justement qui va évoquer ces sujets très graves. Le 1er janvier 60, le pouvoir a été octroyé et vidé totalement de son contenu et donné à des continuateurs de la colonisation, c'est-à-dire des gens qui se sont caractérisés par leur non-engagement pour l'indépendance et qui sont même farouchement battus contre l'indépendance. Donc c'est à ces gens-là qu'on a effectivement donné le pouvoir et qui l'ont jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que c'est intéressant de comprendre cette histoire, parce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui sont précisément ceux qui se sont
toujours battu contre l'indépendance. Donc ça veut dire quoi? Non-reconnaissance de nos... comment dire, ça peut paraître désuet de le dire comme ça, mais je le dis comme ça parce que on a aussi besoin de ça pour construire une imagerie ou un imaginaire populaire et se construire soi-même. Nos héros ne sont pas reconnus, nos résistants ne sont pas reconnus, il n'y a pas de rue, évidemment, il n'y a pas de monument, il n'y a ou quasiment pas, il n'y a rien qui indique que voilà, des gens se sont battus, y compris les armes à la main, parce qu'ils y ont été contraints, en 56, à prendre les armes, qui indique que voilà, ce sont ces gens-là qui se sont battus pour que le Cameroun soit enfin libre, soit enfin libéré du joug du colonisateur. Donc, vous voyez jusqu'où ça va. Ça veut dire que si on reconnaît, et ça signifie donc que s'il y a reconnaissance, à un moment donné, on ne soutient plus à bout de bras des dictatures, des vieillards, parce que il faut savoir quand même que Paul Biya a aujourd'hui 86 ans, vit plus de 6 mois de l'année en dehors du Cameroun. Je ne sais pas s'il y a 2 pays qui vivent ça, c'est-à-dire plus de 6 mois de l'année, ce monsieur vit en Suisse ou en France. Il est à l'extérieur. Et tout se mène à travers... Ils ont créé une espèce de système quasiment de bandes qui se s'épient mutuellement et qui se tiennent en joue de façon respective et qui des véritables prédateurs. Hein, et donc, tu bouges, je bouge, donc tout le monde se tient un peu en joue comme ça. Et c'est terrible. On est dans un pays... Et alors... Tout ce qui bouge, il tire sur tout ce qui bouge. Enfin, quand je le dis, c'est presque au sens propre. C'est-à-dire que systématiquement, toute personne, qu'elle soit du monde associatif, donc de la société civile, qu'elle soit politique, qu'elle soit religieuse, etc., qui conteste un tant soit peu le pouvoir, il lui arrive, elle a des problèmes. C'est-à-dire que la répression se manifeste d'une manière ou d'une autre. Ça peut aller d'une arrestation, d'intimidation, à la clochardisation, hein, parce qu'on va vous empêcher de trouver du travail, etc., etc. La plupart de au niveau de notre base militante au Cameroun, les 3/4 de nos camarades ont de grandes difficultés sur le plan socio-économique, évidemment, parce que, étant indexés et reconnus comme étant des militants de l'UPC, évidemment, on fait tout pour leur fermer les portes, etc. Donc, en extrême difficulté. Vous voyez un peu l'impact que ça peut avoir au niveau de l'engagement politique, de la lutte au quotidien, hein, bien évidemment, et de la construction même du parti. Donc, toutes les initiatives qui peuvent aller dans le sens de construire un véritable mouvement d'opposition qui va proposer des alternatives, etc., en tout cas, est tué dans l'œuf. Alors, ce qu'il faut dire aussi au niveau de l'histoire de l'Union des populations du Cameroun, c'est qu'ils ont décapité au sens propre, ils ont tenté, mais quelque part un petit peu réussi, en tout cas retarder les choses, puisque Oumniobé, qui était l'un des fondateurs de l'Union des populations du Cameroun, a été assassiné. On lui a tendu un piège, il était dans le maquis, on lui a tendu un piège et il a été assassiné. Félix Roland Moumié a été empoisonné par les services secrets français en Suisse, à travers un journaliste l'a invité à un repas, enfin il pensait que c'était un journaliste, hein, donc voilà, et ce journaliste a profité d'un moment où il est allé aux toilettes pour lui verser du poison dans son verre, et il a été empoisonné, donc en 61, et tout à l'heure on a cité Ernest Ouagnier, qui a été effectivement en janvier 71 assassiné sur la place publique par le pouvoir d'Aïdjo. Mais bon, il faut savoir que la France est derrière. Enfin, c'est les conseillers militaires français qui encadrent l'armée camerounaise, encore aujourd'hui. Donc, en fait, quand on parle de néocolonialisme, c'est pas une façon de parler, c'est pas pour faire joli, mais ça se traduit à tous les niveaux et à tous les étages de cette société, dans le domaine culturel, dans le domaine politique bien entendu, dans le domaine économique. On a été l'un des premiers pays à signer les APE, les fameux accords de partenariat économique, qui livrent littéralement le peu d'économie propre qu'on a au marché mondial. C'est-à-dire qu'il n'y a plus au niveau de la douane, on ne fait plus rien payer aux marchandises qui viennent de l'Europe ou des États-Unis, etc. C'est-à-dire que c'est un marché ouvert. C'est-à-dire que même les petits producteurs nationaux sont laminés. Enfin, ce qui existe au niveau national est laminé sur le plan économique. Donc c'est pour vous dire le degré
d'inféodation et d'aliénation de ce pouvoir. Donc c'est pour nous très très important effectivement qu'on puisse demain dire voilà, on parle de cette histoire du Cameroun. Alors ça a des conséquences terribles tout ça, parce qu'il y a une ostracisation de ce qui se passe au niveau de l'actualité au Cameroun. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, au moment où on vous parle, ça fait plus de 3 mois que dans la partie entre guillemets anglophone du Cameroun, parce que le Cameroun a été d'abord sous domination allemande jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. À la fin de la Première Guerre mondiale, ils se sont partagés le gâteau entre la France et l'Angleterre, la France ayant la plus grosse partie du gâteau. Et dans la zone anglophone, qui est extrêmement discriminée, notamment par la langue, etc., on leur impose, enfin, c'est un peu une guerre entre francophones et anglophones, plus les aspects socio-économiques que connaît l'ensemble du pays. Mais à ça se rajoute cette dimension-là de discrimination liée à la langue et au fait qu'un certain nombre de documents administratifs ne sont pas traduits en anglais, etc. Ce qui parle, évidemment, ce qui complique la vie des populations au quotidien. Et on leur impose des enseignants français qui maîtrisent mal l'anglais, on leur impose des tas de choses, etc. Donc évidemment, ils se sont soulevés. Et au moment où je vous parle, ça fait 3 mois que ça dure. Il y a une crise majeure dans cette région, nord-ouest et sud-ouest du Cameroun, avec des villes mortes, etc. Arrestation massive des populations, risque de peine de mort pour les principaux leaders, et on n'en parle quasiment pas. Il y a un ostracisme total sur ce qui se passe au Cameroun, et c'est pas faute d'essayer d'alerter les médias, etc., parce que nous, on est organisé en France, et on essaie d'alerter, de transmettre des communiqués, de leur donner de l'info, etc., mais blackout absolu. Alors, je pense que quand on dit le Cameroun à l'origine de la France-Afrique, c'est pas faux, parce que je pense qu'on est le nœud gordien de quelque chose, c'est-à-dire que si on arrive à desserrer les taux au niveau du Cameroun, ça peut avoir des conséquences en cascade au niveau d'autres pays africains. D'autant que la stratégie de l'Union des populations du Cameroun a toujours été une stratégie de panafricanisme. Alors pas le truc bidon, panafricanisme révolutionnaire, c'est-à-dire qu'on pense que nous ne nous en sortirons que si l'ensemble des pays d'Afrique s'en sortent. C'est-à-dire, évidemment, on peut commencer régionalement, mais ça concerne l'ensemble du continent. Ça veut dire qu'on n'imagine pas un Cameroun souverain, libre, indépendant véritablement, et susceptible de répondre, avec un programme susceptible de répondre aux besoins de la population, dans un îlot de pays qui continuent à être dominés. Donc on a toujours été dans une démarche de construction panafricaine, avec un vrai contenu, un vrai programme dans la perspective de répondre aux besoins des populations. Et pour vous illustrer ça, je m'en arrêterai là. On a eu des camarades en Algérie, et il y a des cimetières en Algérie où on a un carré de militants qui ont été enterrés en Algérie, dans certains cimetières d'Alger. On a eu des camarades en Guinée-Conakry, on a eu des camarades au Ghana, on a eu des camarades, au Congo, on a eu même des camarades qui ont été à Cuba, etc. On a eu des camarades en Angola, et qui ont, en général, y compris contribué aux luttes qui se menaient dans ces pays-là. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est dans notre ADN. Alors je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a un tel acharnement contre l'UPC. Et pour finir, alors si vous allez sur des sites et autres, donc Union des populations du Cameroun, il faut savoir que l'une des entourloupes que le pouvoir actuel a trouvé, c'est de créer des UPC proches du UPC gouvernemental, disons. Donc si vous voyez des organisations avec ce sigle-là, mais qui défendent des positions qui sont plutôt en faveur du pouvoir, sachez qu'il ne s'agit absolument pas de notre organisation, il s'agit d'UPC créé de toutes pièces par le pouvoir. Et c'est dans ce contexte-là qu'on se bat aujourd'hui. Donc c'est pour ça que parlez-en autour de vous, dites ce qui se passe, invitez les gens à aller s'intéresser, etc. Parce que tout ça nous aide aussi beaucoup. Je vais vous faire une chanson tirée d'un film qui s'appelle Vengo. Moi, j'ai rajouté un texte en arabe. Ça s'appelle Nasi in Palestina. No tengo lugar y no tengo paisaje. Yo no tengo
las cuerdas de mi corazón lloran. Nací en Palestina, nací en Palestina. No tengo lugar, no tengo paisaje, yo me no tengo patria. Mandi makan, mandi shazman, mandi shiblan. من ايديا نصنعها، من قلبي بالله اشرح لك وطرح زين. مولود في فلسطين، مولود في فلسطين. ما عندي مكان، ما عندي جزمان، وما عنديش عندي مكان، ما عنديش زمان، ما عنديش بلاد. من ايديا نصنعها، من قلبي بالله نشرح لك وطرح زين. مولود في فلسطين، مولود في فلسطين. No tengo lugar, no tengo paisaje, yo no tengo patria. تاريخي عمره ما يتمحى، Vous venez d'entendre Emel Matlouti, chanteuse tunisienne qui interprétait Nassi in Palestine. Et nous sommes toujours au Salon anticolonial de Paris, où l'Union pacifiste avait un stand. Alors, ce salon, bien, c'est aussi l'occasion quand même de revoir des amis, de rencontrer encore tous ceux qui continuent à lutter contre l'esprit colonial et le racisme. Alors, j'ai eu la chance de croiser Mehdi Lalaoui. Mehdi Lalaoui, comme vous le savez, est auteur de nombreux films sur la guerre d'Algérie et l'immigration. Alors, je lui ai demandé, bien sûr, ce qu'il pensait des traces et de la mémoire du colonialisme encore aujourd'hui en France. L'histoire, la mémoire, les traces du colonialisme sont encore présentes très très fortement en France. Les réactions politiques, les réactions institutionnelles, les dérapages dans la vie publique rappellent
que cette histoire du colonialisme n'a pas été encore complètement écrite et n'a pas été complètement digérée. Et donc on entend encore de nos jours des choses insupportables sur non pas le rôle positif de la colonisation comme pour la loi de février 2005, mais des tenants de l'ordre blanc, pour être clair, se permettent de dire des choses sur les minorités de notre pays qui sont insupportables. Ou les minorités religieuses, je parle des musulmans, ou les minorités issues d'Afrique, du Maghreb et d'ailleurs. Il y a des relents racistes à travers les propos qui montrent que cette parole qu'on pensait éteinte, qu'on pensait canalisée, ressort de plus belle. Et je le dis, elle ressort de plus belle parce que dans notre pays, il n'y a pas eu ce travail, ce retour, cette introspection, ce partage. Parce que le but, c'est pas de dire vous avez raison, on a tort ou vice versa. Le but, c'est de dire qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé. Et quand on entend récemment cette polémique sur non, la colonisation, c'est pas un crime contre l'humanité, c'est autre chose, etc. C'est de la paresse, c'est le fait que les gens n'ont pas travaillé l'histoire, n'ont pas travaillé ces mémoires, n'ont pas travaillé cette multitude d'événements qui, pendant 200 ans, je mets de côté l'esclavage, a rythmé la vie des peuples colonisés. Oui, pour reprendre ce que je disais dans une interview aux Algériens récemment, la colonisation est un crime contre l'humanité qui touche les mémoires, qui touche les dignités, qui touche les chairs. Et même si nous, citoyens de ce pays de France, on a été épargnés par ça, aujourd'hui, on en subit les conséquences par rapport au racisme, aux déviances, aux défiances. On n'est pas des Français comme les autres dans ce pays à l'aube du XXIe siècle. On est des Français à part, parce que cette histoire de colonisation n'a pas été écrite, digérée, partagée. Alors, c'est pas l'avis de Bruckner qui a sorti un livre en disant que non, il fallait plus parler de la colonisation, ça c'était du passé, alors qu'il y a un historien comme Blanchard qui dit mais non, on a toujours, même sur les réfugiés, le regard des colonisateurs. Oui, mais évidemment, ceux qui refusent d'aborder l'histoire en face ont qu'un but, c'est délégitimer non seulement l'histoire, mais délégitimer les descendants de ces colonisés. C'est une espèce de délégitimisation en disant c'est du passé, il n'y a plus rien à dire, circulez. Mais ça permet de dire en creux aux descendants de ces colonisés, aux descendants de ces esclaves, on vous met de côté, vous, parce que vous êtes pas, c'est pas vous la France éternelle, c'est pas, voilà. On va pas reparler d'histoire, mais vous venez après. Mais on veut pas parler des conséquences de ce qui s'est passé. Et moi, je pense que c'est utile de parler de comment ont été traités les peuples, comment ont été traités les humains, comment ont été traitées les histoires. Tu vois, là, on est sur le centenaire de la Grande Guerre. 1914, 1918, 2014, 2018. La façon dont les combattants qu'on a fait venir de force des colonies il y a 100 ans, parce qu'on est en période du centenaire, sont traités, mais c'est honteux. 100 ans plus tard, mais c'est honteux. Et le but, c'est pas de parler de revanche mémorielle ou de raviver les guerres de mémoire. L'idée, c'est de dire chacun a droit au respect. Chacun a droit à la dignité. Et tous ces gens-là qui sont venus et qui sont morts il y a 100 ans, il faut qu'on les respecte. Voilà. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est intolérable parce que c'est Bruckner qui dit voilà, c'est passé, on n'en revient pas. Mais si, revenons-y. Dans un mois et demi, il va y avoir le 100e anniversaire du chemin des dames, la bataille d'avril 1917, où on a fait monter les coloniaux en première ligne. Il y a des gens qui ne connaissent pas cette histoire terrible. Il y a un camp qui s'est créé au Cournot,
en Gironde, où on a mis les malades, les tirailleurs africains malades. On les a laissés mourir. Il y a eu des centaines de morts dans le camp du Cournot. Ce camp a fermé en avril 1917, il y a presque 100 ans dans un mois. Et ceux qui étaient dans ce camp, on les a envoyés où? On les a envoyés au chemin des dames. Eh bien, ça, il faut en parler, parce que c'est une question de respecter la mémoire des morts, respecter la mémoire de nos vieux. Et quand je dis nos vieux, c'est pas les descendants de colonisés, c'est nos vieux du peuple qui constitue ce pays. Mais toi, tu les as respectés, tu as fait un livre là-dessus. Hein? J'ai fait un livre et j'ai fait un film éponyme, Les Poilus d'ailleurs, sur les colonisés dans la Grande Guerre. Et dans les colonisés, j'ai mis les Antillais. J'ai mis. On me dit ah mais non, ils sont toujours colonisés. Voilà, qui sont toujours colonisés. On me dit mais ah non, les Africains c'est pas comme les Antillais. Ah ben ça c'est un point de vue. Moi dans Les Poilus d'ailleurs, le nom du film et du livre, j'ai mis les Antillais parce que ils ont un statut différent. Ils ne dépendent pas du code de l'indigénat, mais ils ont été au casse-pipe comme les autres. On les a mis en première ligne comme les autres, et on a dédié leur mémoire après l'armistice comme les autres. Trouvez l'erreur. Juste un mot encore sur la Nouvelle-Calédonie, puisque tu reviens de Kanaki, hein, on dit Kanaki nous, hein, et que tu es en train de faire un film sur Jean-Jacques de Félix. Alors, où en es-tu de ce film ? Et quelle est la situation rapidement que tu as pu constater là-bas? Oh, deux questions longues. Bon, le film que je suis en train de terminer s'appelle Jean-Jacques de Félix, La Passion de la Justice. Et je tiens à te remercier publiquement de m'avoir aidé en me donnant des archives, en me donnant des documents qui me servent bien pour ce film. C'est un portrait de Jean-Jacques de Félix qui est décédé en 2008 à l'âge de 80 ans. Et qui a consacré toute sa vie dans la défense des opprimés, dans la défense des sans-droits, dans la défense des colonisés, et qui était un personnage assez étonnant parce que c'était un pacifiste, un non-violent, et qui s'est mis aux côtés dans sa défense des militants qui ont à un moment utilisé les armes pour se libérer, par exemple. Voilà. Il a eu à défendre les condamnés à mort d'Algérie, par exemple, algériens, pendant la guerre de libération. Et toute la vie de Jean-Jacques de Félix a été une succession de luttes aux côtés, dans le prétoire, lutte dans le prétoire, aux côtés des pourchassés, des délaissés, des poursuivis, des condamnés d'avance. Alors merci Mehdi, parce que là tu viendras nous en parler une fois que le film est terminé. Je te promets que je viendrai. Pour la deuxième question sur la Nouvelle-Calédonie, grosso modo, où ça en est ? On avance sur l'année référendaire où sera posée la question de l'autodétermination en 2018. Il y a beaucoup de friction parce qu'il y a une liste spéciale et il y a un débat sur faut-il inscrire automatiquement sur cette liste de votants les Kanaks ou faut-il que les Kanaks viennent faire une démarche volontaire. Voilà. Donc il y a des frictions. On est toujours d'un côté les tenants du colonialisme pur et dur avec la défense de leurs privilèges et de leurs intérêts, et de l'autre côté l'émancipation d'un peuple. Voilà. Ça va pas être facile parce que le peuple kanak est minoritaire physiquement maintenant dans son pays, mais bon, ils désespèrent pas et les gens se mobilisent et les gens luttent et les gens parlent et les gens essayent de jeter des passerelles entre les communautés. Parce que la Nouvelle-Calédonie, c'est pas en noir et blanc. Il y a des descendants de Japonais, il y a des descendants de Wallisiens, il y a des descendants d'Indonésiens, d'Algériens, de Kabyles. Voilà. Et les Kanaks, ceux qui sont légitimes à réclamer l'indépendance, jettent des ponts sur toutes les communautés pour construire une proposition qui associerait tout le monde. Parce que la Nouvelle-Calédonie, c'est un pays riche. C'est un pays où il y a de la place et tout le monde espère que cette indépendance se fera sans heurts. Ils n'ont pas voulu nous donner
notre liberté. Préférons les forces armées et les magouilles politiques. Des arrestations aux assassinats de nos leaders canins, tombés dans l'insouciance de ce système colonial. Que justice soit faite sur terre, Kanaki. Justice, vérité, droit, mon peuple. Justice, vérité, droit, Kanak. J'y vais des cas. Oh, 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 yeah, yeah. Le colonialisme français a bafoué notre identité, malmené un peuple colonisé, colonialisme racial, ta répression causa notre révolution. Que justice soit faite sur terre, Kanaki. Oh. Justice, vérité, droit, mon peuple. Oh. Justice, vérité, droit, Kanak. J'y vais des gars. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Que justice soit faite sur terre, Kanaki. Oh. Justice, vérité, droit, mon peuple. Oh. Justice, vérité, droit, Kanak. J'y vais des gars. Oh. Alors, Alain Desjardins, vous êtes président des anciens appelés en Algérie et leurs amis, je vois maintenant, je ne sais pas si c'est nouveau, contre la guerre. Alors pour l'Union pacifiste, nous qui sommes des pacifistes et aussi contre la guerre, vous allez d'abord me dire pour notre émission, pourquoi vous êtes dans ce salon anticolonial ? C'est dans la logique de l'itinéraire d'un certain nombre d'entre nous, c'est-à-dire nous avons été appelés, nous les plus jeunes en 75 ans, les plus âgés 85, appelés à la guerre d'Algérie, où, comme je le dis souvent, pour la majorité des appelés de Français à l'époque, nous étions dans l'espace rural, au niveau des unités combattantes, des gens qui ne connaissaient pas ce que c'était qu'un mouvement pacifiste, encore moins les mouvements contre la guerre, par le fait que nous ne sommes pas passés par l'université, que par le fait qu'on n'a pas rencontré des mouvements chrétiens de gauche, marxistes dans l'industrie, etc. Et donc, sans préparation aucune, sortie de l'espace rural, on a été balancé dans la guerre d'Algérie, et où un certain nombre d'entre nous on était complètement ignorants de ce pourquoi on avait été appelés au titre de la pacification, au titre de ces fellagas pour lequel, moi c'est ce qui s'est passé dans un régiment de parachutistes, on nous a appris 10 noms du sujet algérien, Biko, Bougnoul, Raton, etc. Et donc ça faisait partie de la formation. Et quand on n'a pas reçu l'éducation civique, l'éducation idéologique, l'éducation voire religieuse, du rapport à l'autre, du respect, de l'ouverture à des cultures différentes, mais aussi à qui fait la guerre, pourquoi des guerres,
et en plus des guerres coloniales, quel est l'intérêt? Eh bien, un certain nombre d'entre nous avons découvert sur le terrain ce pourquoi nous étions là. Et ce qui fait que très souvent dans les réunions publiques auxquelles je participe, que ce soit dans des lycées ou que ce soit dans des réunions de gens plus âgés, j'explique que la majorité des gens qui ont été appelés à l'époque étaient complètement d'ignorants ce pourquoi ils avaient été invités au titre de la pacification. Et c'est en pleurant, et c'est pourquoi 50 ans après un certain nombre de gens ne parlent pas, mais ils n'ont pas tous participé aux viols, aux massacres, etc., aux incendies, au mépris, aux humiliations sous toutes les formes. Un certain nombre d'entre nous ne sont pas revenus vivants parce qu'ils ont été tués dans leur propre unité. C'est ce que moi j'ai craint à un moment donné dans les unités parachutistes, c'est-à-dire quand on a ramassé la forêt des Matmataf en 1957, 20 dragons émasculés, où à la place des yeux il y a les testicules et que sont nus. Faut essayer d'imaginer ce que ça veut dire pour un certain nombre d'entre nous avec nos tenues les léopards. Ça dégueulait, les jeunes, ça criait maman, etc. de ces corps qui étaient là, vidés de leurs intestins, n'ayant plus de parties génitales, etc. C'était l'horreur. Ce qui fait que des hélicoptères sont venus nous chercher pour le lendemain à Miliana participer à un défilé devant 3 généraux dont Massu. Et par le fait que dans ma section, il y avait Michel Bonnet, séminariste qui s'était destiné à la Chine, mais il n'a pas pu y aller à partir de l'arrivée de Mao Tse-tung, il a travaillé chez nous à l'insu des officiers pour nous inviter à travailler sur le sens des mots des Champara. Et donc, quand on s'est retrouvé à ce défilé à Miliana au sujet des gens qu'on avait ramassés, on a refusé de chanter. Ça a été notre façon, devant les officiers généraux, de dire on n'est pas d'accord avec vous, en les regardant, en sachant qu'on risquait notre peau. Et notre prison, on n'a pas été envoyé. Notre prison, c'était le Djebel. Notre prison, c'était les opérations de plus en plus meurtrières. Quand je me suis retrouvé pris dans une embuscade à Teniet El Had, où mon officier, lieutenant Frolich, a été tué à côté de moi. Le sergent-chef Beteli, qui avait fait l'Indochine, 105 kilos, est mort. Pendant 2 heures, j'étais à côté de lui progressivement. Que l'ensemble des blessés qu'il y avait autour de moi, j'ai pris le poste radio de mon radio qui était tué aussi, pour appeler le général Crève-Cœur qui était dans un avion au-dessus de nous, un Junker, pour lui demander s'il y avait des hélicoptères pour emmener les blessés. Le général m'a répondu: Monsieur le sergent Desjardins, il n'y a d'hélicoptères que pour apporter des munitions, non pour transporter des blessés. Donc, et après, à une autre opération, je me permets un instant d'en parler, à une autre opération, je me suis retrouvé le lendemain à être sollicité pour être chef de peloton d'exécution d'un chef Felaga qui a été torturé toute une nuit, dont on a toujours l'écrit. Il avait une cuisse qui avait doublé parce qu'il avait été torturé, une jambe au-dessus d'un feu, il n'y avait pratiquement plus de chair aux pieds, et il était encore vivant. Il fallait, pour la DOP, que je participe à l'exécution administrative de ce chef Felaga, et quand ça m'a été demandé, mon réflexe, ça a été de désigner 3 hommes. J'ai refusé de désigner 3 de mes hommes pour cette exécution, et moi je suis parti. Ils m'ont retrouvé 3 jours après, Colombéchard errant. Alors si je me permets de dire ça des unions pacifistes, c'est simplement pour que vous sachiez que la prise de conscience, la révolte intérieure, le rejet de cela, pour arriver à autre chose bien des années après, ça met du temps. Ça met du temps. Mais moi j'ai souffert. Je m'ai revenu pendant la guerre d'Algérie, un frère de ma mère qui est parvenu de camp de concentration, mon père qui a été prisonnier, ma famille de Clermont-de-l'Oise qui a été évacuée sur le sud. J'ai été opéré d'une hernie en 1940 à Orléans, j'avais 5 ans. Les Anglais qui ont bombardé l'hôpital, j'ai été évacué et sauvé par l'infirmière, et c'est un ethnologue, anthropologue, Emmanuel Terré, qui m'a dit: il faut que tu écrives ta vie. C'est-à-dire, et ça, à partir de 1958, libéré, à un meeting de la JOC à Arras, j'ai été invité, il y avait 500 jeunes,
et un jeune garçon lisait le journal Le Lien de ce qu'il avait, ce qui correspondait avec des soldats en Algérie, et une partie des jeunes discutaient, rigolaient, fumaient leurs cigarettes. On est en 1958 dans la salle. Je suis monté à la tribune et j'ai arraché le micro du trépied qui était là et j'ai craché ce que j'avais dans moi. Silence, Françoise Mantovani et quelques JOCF qui étaient devant, qui se mettent à pleurer d'entendre ce que j'explique. Des bébés cloués sur des portes, des femmes violées, des maisons brûlées, etc. etc. Et je raconte aussi comment la nuit, nous, on est partis libérer des prisonniers à l'insu de nos officiers, les libérant de leurs liens, et au moment où on les avait libérés, qui étaient là par centaines, ceux-ci dans le Loire-Senis, ceux-ci du côté de Tiaret, ceux-ci après du côté de Constantine, puisque j'ai participé à 55 opérations, 33 héliportés, j'ai vécu ça dans la dureté. Eh bien, ces hommes se retournant et ayant peur de partir et d'être dans la corvée de bois quand on est tiré, m'ont dit, regardez, on n'a pas d'armes. On a libéré comme ça des gens, et c'était ce qu'on a pu et su faire. Bon, alors, on n'était pas des héros, mais on avait ce réflexe qui était, moi, ce que ma mère m'avait inculqué au niveau de certain nombre de lectures, ce que j'avais vécu du nazisme au niveau de ma famille, et que je commençais à comprendre avec le concours de ce séminariste. Vous venez d'entendre les propos parfois très durs de Alain Desjardins, Alain Desjardins qui est président de l'association A4CG, c'est-à-dire anciens appelés en Algérie et leurs amis contre la guerre. Alain Desjardins, comme vous l'avez constaté, a vécu les horreurs de la guerre, et comme d'ailleurs des soldats qui revenaient aussi de la guerre de 14-18, il est devenu, après cette expérience dramatique, un fervent opposant au conflit armé. Il m'a d'ailleurs raconté longuement son itinéraire qui l'a conduit aujourd'hui à habiter le Larzac avec tout près des opposants au camp militaire. Alors nous aurons peut-être l'occasion un jour prochain dans une émission Civis Pacem d'entendre le témoignage d'Alain Desjardins, et en attendant, vous pouvez retrouver sur Internet les sites de l'association 4ACG, le site de la campagne BDS France contre la politique coloniale d'Israël, le site de l'Union des populations du Cameroun et bien sûr le site de l'association Sortir du colonialisme, où vous retrouverez le détail des nombreuses manifestations qui ont eu lieu cette année contre le colonialisme. Alors l'Union pacifiste, bien sûr, doit saluer le travail indispensable et utile de Patrick Farbias et de toute son équipe pour organiser toutes ces manifestations. Alors maintenant, il me reste à remercier Pedro pour son travail à la technique et vous dire à la semaine prochaine.